Vous voyez cet homme? Il a l'air heureux, hein? Bon, pas tant que ça, mais je vous garantis qu'il l'est. Je peux vous l'affirmer parce qu'en fait, c'est moi qui, un soir d'octobre 2025, sort du parc Universal Epic Universe. Eh bien, si vous m'accordez quelques minutes de votre temps, je vais vous montrer ce qui a rendu le Goutrou d'octobre 2025 heureux. Comme vous devez le savoir, Epic Universe est le troisième parc du resort Universal Orlando. Il a ouvert en mai 2025, seulement 5 mois avant notre visite. Epic Universe se compose de 4 mondes immersifs, disposés autour d'une zone centrale, Celestial Park, qui a pour thème l'astronomie. En fait, c'est plus qu'un hub, car Celestial Park abrite aussi 2 attractions et un hôtel. Le Grand Helios Hotel que vous apercevez en arrière-plan. Sans attendre, dirigeons-nous vers la zone Wizarding World of Harry Potter Ministry of Magic. Bon Lindsay, toi qui es une Potterhead, Oui. t'es prête à aller visiter Harry Potter? Ah oui. Quoi de mieux qu'un temps gris pour aller dans un land qui représente Paris, hein? De la pluie peut-être. Non, pas de la pluie. On a C'est dû le être- seul cas où je suis pas mécontent de pas avoir de soleil, tu vois, pour la crédibilité du truc, quoi. Allez, c'est parti. Et malheureusement, contrairement à ce qu'on peut croire en visionnant les vlogs des grands influenceurs comme Alex Topia ou Raffi Over the World, il ne fait pas toujours beau en Floride. Mais rassurez-vous, on a quand même eu du soleil à Epic Universe. En fait, le temps change très vite en Floride. Et heureusement parce qu'on se rend vite compte que le parc donne son plein potentiel visuel sous le ciel bleu. Revenons-en à Harry Potter. Waouh, c'est trop beau. Vas-y, joue la comédie un peu. Bon, pour être honnête, c'est le deuxième jour où on vient à Epic Universe, donc je vais pas me mettre à chialer en voyant le truc, mais en tout cas, c'est très beau. L'effet waouh est là. Une fois passé le portail d'entrée du land, on reconnaît le quartier parisien d'entre-deux-guerres, inaccessible aux Moldus, qu'on aperçoit dans le deuxième volet de la saga Les Animaux Fantastiques. Film devant lequel j'ai beaucoup dormi. Une fois dedans, on se rend vite compte que ce nouveau Wizarding World of Harry Potter est le porte-drapeau du parc. Non pas par son nombre d'attractions, pour l'instant il n'y en a qu'une, en plus d'un spectacle, mais par l'immersion procurée par le souci du détail, et surtout que ça soit le seul land d'Epic Universe sans aucune intrusion visuelle. Ce qui n'est pas du tout le cas des autres lands. Regardez plutôt. Tu veux un secret sur ce land? Vas-y, je t'écoute. Bière au beurre tout là-haut? Ouais. Il est là juste pour cacher Stardust Racer. Voilà. Pas possible, oui. Je l'ai pas inventé parce qu'on le voit entre l'interstice entre le toit et le panneau. Ah. Voilà. Si vous n'aviez jamais vu un groupe de musiciens composé de 3 personnes et une testicule poilue, c'est fait. Je pense plutôt que c'est un des animaux fantastiques, mais je ne m'y connais pas assez pour dire lequel. T'as vu ça? Le griffon somnolent. Je dois avouer que j'ai mis un certain temps à comprendre le jeu de mots avec Gryffondor. Le griffon d'or, mais là il somnole juste. C'est rigolo. En tout cas, tout ce qui est enseigne et inscription dans le land, c'est assez marrant, hein. Comme là, le cri de la gargouille. Ah, it's so French. Bon, les mecs de Quiberon, vous pouvez être fiers, hein, parce que votre ville est mentionnée dans le land d'Harry Potter d'Epic Universe. GG à vous. Trop marrant des tours de magie. Bon, moi je suis pas un pigeon, j'achète pas de baguettes. Voilà. C'est dit.
Alors, ça c'est non parce que c'est dégueulasse en fait. Voilà. Bon, pour les loupards comme Lindsay, il existe une rue un peu plus sombre, un peu plus délabrée, Oui. un peu plus mystérieuse. C'est plus du moins une rue, c'est le coin des méchants quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le coin des méchants. Là où tu vas quand tu es méchant. Et quand tu es méchant, bah c'est quand même moins beau chez toi, tu vois. Hein? Mais ça va quand même, il y a pire. On a mangé Nous là, on a mangé là-dedans, le premier jour on est venu, le Gobelet Noir, qui est un bar bizarre clandestin. Ouais, c'est un bar clandestin avec Clandestin, des chemins un peu... Tellement clandestin qu'on avait du mal où trouver, où s'asseoir. Enfin la salle dans laquelle on mange en fait. Voilà. Le concept est poussé à l'extrême. Très bon. Très bon. Très très bon. Très bon. On a peut-être des photos à vous montrer. Oui. Ou peut-être pas. Évidemment, une fois la nuit tombée, l'effet waouh ne part pas se coucher dans son petit lit. Je dirais même qu'il est encore plus en forme, surtout quand on voit la mise en lumière de certains bâtiments. Sans oublier le portail d'accès Hollande qui est au top de sa beauté avec son écran LED qui tapisse l'intérieur. Je sais pas qui c'est mais il a perdu sa tête hein. Ah bah non, il l'a dans la main en fait. Ouh l'enculé, il pisse dessus. Suivez-nous maintenant dans l'attraction du Land et écoutez cet homme qui a le seum. Génial. Alors les gars, je voudrais rétablir un mensonge des réseaux sociaux parce que finalement on ne montre pas toute une partie de la file d'attente de l'attraction Harry Potter Battle at the Ministry. Parce qu'en fait moi, en regardant les reels et tout ça, je pensais que le premier truc que tu faisais quand tu rentrais dans la file d'attente, c'est que tu passais à travers les cheminées, comment ça s'appelle là? Métro fou, voilà. Et en fait, il y a juste 1 heure d'attente. Rien qu'avant de pouvoir faire ça en fait, avec la fumée verte là, ce que vous allez voir dans 5 minutes. Attention, nous allons passer du Paris des années 30 au ministère de la magie de la fin du siècle. Cela s'explique car nous avons emprunté le réseau de cheminées magiques avec un retourneur de temps, ce qui a pour effet secondaire accidentel de nous faire changer d'époque. Dans la file d'attente, il y a un panneau qui nous interdit de le faire. C'est comme ça que la storyline du Land explique ce changement temporel. Bon là, je vais préciser que je ne suis pas dans la file d'attente. Parce qu'il y a une possibilité de visiter le ministère sans faire la queue. Donc juste en passage comme ça. Et c'est pas plus mal parce que c'est quand même très beau. Et là, première queue-là dans la gueule, la file d'attente qui donne vraiment l'impression d'avoir utilisé autant de budget que le ride en lui-même. Pour la petite histoire, la première fois que nous avons fait Battle at the Ministry, donc l'attraction en question, nous avons attendu 4h30. Et c'était pas du tout prévu. Il y avait moins de 2 heures d'attente quand nous nous sommes engagés dans la file. Mais le truc, c'est que pour notre premier jour de visite, Stardust Racer, une des attractions principales du parc, dont je vous parlerai plus tard, était fermée suite à un accident mortel. Et ça se ressentait sur toutes les files d'attente. À ça s'ajoute la gestion des coupes-files à Universal qui est catastrophique, car elle ne prévoit ni de créneau horaire, ni de limite de passage. Et ça plombe complètement les temps d'attente pour la file classique et même la file Express Pass qui parfois déborde. Attention, je vais casser la magie. Ce qu'on voit s'afficher sur ce rideau magique qui est en fait une projection qui vient de cette fenêtre. Alors tu kiffes la fin d'Harry Potter? Ah oui, c'est magnifique. Battle at the Ministry nous fait emprunter une méthode de transport interne au ministère de la magie le jour du procès de Dolores Umbridge. Et comme vous vous en doutez, ça ne va pas bien se passer. Well, this is quite the take back. Not surprising with everyone here for the trial. Hello? Are you going to the trial too? Of course not. Next time.
sur un répéteur? Mais pas si près. Franchement, c'est incroyable. Vraiment, j'ai pas d'autres mots en fait, c'est juste incroyable. On est pas beau là-dessus. Est-ce que tu veux payer 20 € pour la prendre? Moi j'ai acheté une de Stardust. Ça m'a coûté 24 balles. Ah non, c'est encore plus cher. Bon, à part, j'ai pas de mots. Qu'est-ce que t'as à dire sur Dark Ride? Non, vraiment, il est hyper bien fait. À part la scène de fin, les 3 animatroniques à la fin, là, ils sont pas ouf parce que c'est de la projection sur leur visage. Sinon, tout le reste, je trouve que franchement, c'est hyper bien fait, Moi, hyper beau. Ce que je dis, c'est que ça met une claque à... Enfin, Même s'il y a bien. beaucoup d'écrans, de médias, ça met une claque de zinzin à tous les autres Dark Ride avec de la projection et Ah oui. des écrans, quoi. Ouais, les écrans, ils sont vachement bien faits, vachement bien intégrés. Franchement, c'est... Pourvu que ça dure, alors j'arrive pas vraiment à déterminer si c'est des écrans LED ou de la projection, tellement à certains endroits c'est lumineux et net, mais j'espère qu'en tout cas ils garderont cette qualité et cette luminosité quoi, dans le temps. Il n'y a qu'une seule attraction dans ce land Harry Potter, Oui. mais il y a aussi un show, le cirque Arcanus. Est-ce qu'on va le faire? Bah ouais, pas tout de suite, mais D'accord. ouais. D'accord. Moi j'ai très envie de le faire et si j'en parle pas dans cette vidéo c'est qu'on l'a pas fait et c'est de la faute de Lindsay. Pourquoi c'est de ma boîte? Je ne vous conseille pas de faire l'impasse sur le cirque Arcanus. C'est un sublime show assez surprenant. La mise en scène est bien aidée par une machinerie impressionnante. Son plus gros défaut est qu'il met du temps avant d'en arriver au thème principal, je parle bien sûr des animaux fantastiques. Pendant le spectacle, on passe par des gros moments de doute sur ce qu'on est en train de voir. Mais c'est ce qui en fait son charme. Welcome, mesdames and messieurs, et vous tous. Bienvenue to the world famous Le Cirque Arcanus, where extraordinary is possible, and the impossible is just the beginning. And it all starts now! C'est tout pour ce land à qui il ne manquerait peut-être qu'une autre attraction pour être parfait. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est déjà en projet. Ça ressemble à une de Paris, quoi. Ouais, Certes, un peu idéalisé, mais... ouais, ça pue pas la piste. Allez, changement de paysage, nous allons franchir un nouveau portail. Dites-moi Lindsay, où allons-nous maintenant? Dans le land dragon. Allez, reveal tout de suite. Alors sachez que je n'avais jamais vu aucun film de la licence Dragon au moment de cette visite. J'ai donc à peu près tout découvert de cet univers. Sauf peut-être la musique, qui est archi connue, faut le dire. Alors je suis désolé pour Harry Potter, mais pour moi le Land Dragon, c'est le plus bel effet waouh que j'ai vu en rentrant en franchissant un portail d'Epic Universe. Ouais, c'est vrai que le land est... C'est très... qu'est-ce que je pourrais... Clougaimesque. Oui, même Voilà, la musique, elle c'est me fait l'objectif. beaucoup penser à Clou. Clougaimesque. Il est enfin temps de parler Credit Coaster. Hiccup's Wing Gliders, de son doux nom, est le premier des 5 coasters du parc que j'ai ridé. Il tient le rôle principal dans le Land Dragon. Techniquement, c'est un Family Launch Coaster de chez Intamin. Réellement, c'est bien plus que ça. Son tracé parcourt le land du portail d'entrée jusqu'au fond. Il anime la zone à chacun de ses fréquents passages, au-dessus, en dessous des décors et même au-dessus de l'eau. Niveau sensation, il comblera petits et grands avec ses virages et changements de direction bien dynamiques, comme on aime façon Intamin. Il possède 2 zones de launch qui ne sont pas visibles du land, et tant mieux car ça garde la surprise, car celles-ci sont fortement aimées et abritent même des animations de grande qualité. Il a de l'audio embarqué et croyez-moi qu'avec la fameuse bande originale de Dragon, ça augmente fortement l'agrément. Ses autres points forts sont le magnifique land et son rockwork qui lui sert de décor,
ainsi que la double gare qui assure quand même un débit correct malgré la grande sollicitation du public. C'est banger. Vous m'avez dit quoi? C'est quoi ce grand cornet de glace? C'est la salle? Non, ce n'est pas une salle de spectacle, mais un restaurant. Là, c'est un plus petit cornet de glace, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Forcément, le Land Dragon est agrémenté de dragons, nichés un petit peu partout. Ce que vous voyez là, c'est un Splash Battle. Malheureusement, il n'a pas fonctionné de toute la journée, donc difficile de se faire un avis. Si vous regardez à gauche de l'image, vous voyez de quoi je parlais au sujet des intrusions visuelles en dehors du land Harry Potter. C'est un peu dommage, même si d'ici quelques années, la végétation en aura fait disparaître quelques-unes. Bien sûr, je ne parle même pas de Stardust Racer. Derrière ce pauvre mouton chargé dans une catapulte, se cachent 2 Skyfly Gerschlauer, que je n'ai pas fait parce que flemme y en a partout. Il y a mieux à faire en Floride. Bon alors là, il n'y a pas du tout flemme. Voici The Untrainable Dragon, le seul autre show indoor de Epic Universe. Ce spectacle n'est pas inédit à Epic Universe car il existe déjà en Chine à Universal Pékin. Cela n'enlève rien à ses qualités. Et surtout, qui n'a jamais vu ça sur les réseaux sociaux? Bluffant. C'est beau, il y a du chant live, pas mal de performeurs sur scène. Il y a aussi des petits dragons mignons et un gros dragon pas si untrainable que ça. Bref, c'est à ne pas manquer. Personnellement, j'ai beaucoup aimé et je ne sais toujours pas le départager avec le cirque Arcadius. Et nous voilà dans la zone centrale Celestial Park, avec son hôtel, son carrousel, ses fontaines aussi. Pour rappel, ça sert de connexion entre les landes. Il n'y a pas d'autre choix que d'y transiter. Ça a été conçu comme ça, et ça serait presque une contrainte si Celestial Park ne possédait pas Stardust Racer. Stardust Racer est un Dueling Launch Coaster de chez Mack, ce qui en fait donc 2 Credit Coasters. Ce qui incite finalement à passer un peu de temps sur place. Comme indiqué plus tôt, au début de mon séjour, les 2 parcours Stardust étaient fermés pour enquête suite à un décès accidentel d'un de ses passagers. Ça va pas trop triste, mon Goutrou? C'est-à-dire que j'espérais faire mon 300e dessus. Tant pis. Lors de notre premier jour de visite, il était encore fermé. Et j'avais même fait une croix dessus pour vous dire. C'était inespéré, mais les infos d'une réouverture dans les prochains jours ont fuité alors même que nous étions sur le parc. Dans la famille Stardust, vous avez le green et le yellow. Je ne vous fais pas l'offense de traduire. Les 2 circuits sont indépendants. Ils mesurent tous deux 1524 mètres de long et culminent à 41 mètres de haut. Ils ont une vitesse maximum de 100 km/h. Les 2 Stardust ne sont pas là pour raconter de belles histoires, mais faire vivre des grandes sensations à leurs passagers, et parmi elles une majorité d'airtime. Mais il y a quand même une storyline. Nous participons à une course à travers le cosmos dans, je cite, un tourbillon céleste, dans un train avec une magnifique décoration dans le thème, avec un convecteur temporel de DeLorean. Bon, pourquoi pas. Pour les 2 trajets, notre course débute par un drop en virage qui nous fait lentement quitter la gare pour rejoindre le premier launch. Ce launch aura été ma première surprise. Pour expliquer grossièrement, la propulsion semble se passer en 2 temps. Une première accélération moyenne et qui place les trains côte à côte. Puis une deuxième impulsion dans le style coup de pied dans le cul en fin de launch. Pas banal pour du Mack.
mais ça se passe aussi comme ça pour le deuxième lancement. Le reste du parcours sera un enchaînement d'airtime puissant et d'interactions visuellement impressionnantes avec l'autre train. C'est clairement mon top coaster du séjour, même devant Iron Gwazi avec ses trains RMC pourris. Il y a aussi de l'audio embarqué avec une musique épique, normal c'est Epic Universe. J'ai personnellement une préférence pour le parcours vert. Parlons un peu du Constellation Carousel, qui a l'air d'être le pire enfer opérationnel. Le temps entre chaque dispatch est tellement long à cause d'interminables vérifications de ceinture, ça m'a énervé rien que pour pouvoir le filmer. Donc je ne l'ai pas fait. Même si l'expérience a l'air assez différente des carousels classiques, jugez plutôt. L'avantage quand il fait nuit, c'est que nuage ou pas, il y a peu ou pas de différence. C'est tant mieux parce que l'ambiance de nuit dans Celestial Park a évidemment été soigneusement travaillée. Toutes les guirlandes et lumières procurent un petit côté festif. Sachez qu'il existe un show nocturne joué sur le bassin du Grand Helios Hotel. Personnellement, je ne l'ai pas vu, ça sera pour une prochaine fois. Nous avons eu l'occasion de dîner dans un des restaurants de Celestial Park, probablement l'un des moins chers. Il s'agit de Pizza Moon, une pizzeria donc, avec une déco fort sympathique sur le thème du voyage sur la Lune, mais en version steampunk / Georges Méliès. Enfin, vous m'avez compris. Et ma foi, c'était pas mauvais, c'est une bonne adresse, je vous la conseille. La pizza était une des meilleures que j'ai mangées du séjour. Changement de décor. Il est temps de rendre visite à Frankenstein et ses potes des franchises Universal Monsters. Direction le Dark Universe. Attention au changement d'ambiance. Universal décrit le land comme ça. Explorer Darkmoor, un village ravagé par la fureur de créatures surnaturelles et les expériences monstrueuses du docteur Victoria Frankenstein. Dark Universe est un monde ténébreux où l'inconnu rôde à chaque tournant. Fermez les guillemets. Et cette histoire est plutôt bien retranscrite au niveau des décors et de l'ambiance. Les décors sont très sombres, faussement délabrés. On se demande bien ce qui a pu se passer derrière ces façades. Mystère, mystère. En tout cas, ça ne donne pas envie d'y traîner une nuit de pleine lune. Le design des bâtiments reproduit à merveille ce qui se trouve dans notre inconscient collectif quand on pense à un village d'Europe de l'Est dans lequel se déroulent les histoires des monstres qui habitent ici. Ces monstres, nous allons les rencontrer dans Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment. Un excellent dark ride dont voici l'entrée. Mais aussi dans Curse of the Werewolf, un coaster qui a le mérite d'exister. Ça, c'est un moulin, dont les pales sont censées tourner et même s'enflammer de temps en temps. Au moment de l'ouverture d'Epic Universe, c'était une star des réseaux sociaux. Pas de moulin qui s'enflamme ce jour-là. Heureusement, la panne ne concernait que notre deuxième jour de visite. Nous avons pu assister à ce magnifique spectacle quelques jours plus tôt. Je saisis l'occasion pour dire que malgré le très jeune âge du parc, nous avons vu beaucoup d'éléments de show en panne. Je trouve ça assez dommage, mais j'espère que les choses iront en s'améliorant. Parlons maintenant de mon 300e crédit. C'est pas le milestone dont je rêvais, mais bon, c'est pas non plus le pire coaster du parc. Curse of the Werewolf est un spinning Mac qui possède 2 launches. Ce n'est absolument pas un extreme spinning comme Ride to a Penis. Non, là on retrouve les wagons de spinning Mac classiques comme sur le Twist Opal que je redoute énormément à cause de leur inconfort. Pour moi, il n'y a vraiment pas assez de place pour les jambes. En tout cas,
on n'est pas dans le très sensationnel. Ça va pas très vite, ça va pas très haut, mais c'est quand même fun. L'élément le plus intéressant dans ce coaster, c'est un swing launch en milieu de parcours qui nous fait faire des va-et-vient dans une petite portion Dark Ride. Le coaster est assez court et avec ses filets anti-chute de part et d'autre du ride, il a même une tendance à enlaidir la zone. Bon, on sait bien que c'est pas l'attraction majeure du land, mais c'est quand même décevant. Et maintenant, le plat de résistance du Dark Universe, et peut-être même du parc pour certains. Dans ce Dark Ride, il n'y a pas grand chose à acheter. Du bâtiment qui l'abrite, qui tient le rôle principal dans ce land, avec toutes ces lumières qui interagissent en même temps que le reste du land, proposant même de temps en temps des petits shows avec l'audio qui va avec. En passant par la file d'attente grandement immersive et qui nous plonge directement dans la storyline avec pas mal de décors et d'effets très réussis. Jusqu'au pré-show, quand ils fonctionnent ou sont utilisés. Je ne connais pas la raison qui fait que je n'y ai pas eu le droit. J'ai l'impression que quand le temps d'attente est très faible, ils sont passés en walkthrough. Mais Lindsay y a eu le droit et a pu filmer ces images. Dommage, car une des animations les plus impressionnantes se trouve dans un de ces pré-shows. Je parle bien sûr du monstre de Frankenstein. Une fois dans le ride, Victoria Frankenstein invite les visiteurs à assister à une démonstration où elle prétend contrôler les monstres. Mais l'expérience échoue lorsque Dracula déclenche une révolte. Les visiteurs fuient alors à travers le manoir et ses catacombes, poursuivis par des créatures célèbres comme Dracula, le loup-garou, la momie, quand Frankenstein est là, lui, pour nous aider. Il s'agit d'un Dark Ride à sensation, utilisant des bras robotisés au bout duquel 4 sièges sont fixés. Similaire à ce qui est fait sur Harry Potter Forbidden Journey. Dans le ride, vous serez confronté à des animatroniques, des décors immersifs, des projections et des effets spéciaux comme le feu. Pour résumer, nous sommes trimballés dans un véhicule qui va nous secouer dans tous les sens pour nous permettre d'échapper aux attaques des vilains monstres. C'est clairement une réussite, c'est l'attraction qu'on a refait le plus à Epic Universe, déjà parce que c'est ultra immersif, il y a beaucoup de choses à voir, et puis le temps d'attente a toujours été raisonnable, peut-être grâce à son débit, ou peut-être parce que les gens sont trop fans d'Harry Potter et ne jurent que par Battle at the Ministry. En tout cas, ça se bataille sec avec Harry Potter pour le titre du meilleur Dark Ride du parc. Personnellement, j'ai du mal à les départager tant les expériences sont différentes. Mais en tout cas, le ride system de Monster Unchained a l'air bien plus efficace et adapté à un grand parc. Terminons par un petit instant bouffe, car nous avons déjeuné dans The Burning Blade Tavern, qui est donc un petit bar qui fait aussi du fast-food, et qui a pour moi le grand intérêt de vendre un snack que j'aimais beaucoup à Disneyland Paris, vendu sous le nom de fragments de Mustafar au Rocket Café derrière Space Mountain, qui étaient des petites boulettes de fromage épicé revêtues de noir, et qui a malheureusement disparu. Voici le dernier portail qui mène dans un land dans lequel je n'aurais sûrement pas mis un pied s'il n'y avait pas un Credit Coaster à la clé. Bienvenue dans Super Nintendo World, le land qui vous rendra claustrophobe même si vous ne l'êtes pas. Je m'explique. C'est un land plutôt petit et ses murs très hauts et le fait qu'il y ait vraiment souvent beaucoup de personnes ne le rendent pas du tout agréable. C'est dommage car la qualité des décors et des animations proposées fonctionne du tonnerre. Ça recrée l'immersion dans le jeu vidéo représenté. Mais malgré ça... Et si je te dis un truc, Mario c'est censé être la licence qui correspond le plus à ma génération. Ma première console de salon était une Nintendo 64. Premier jeu Mario 64 machin hein. Comparé à tout ce qui est Harry Potter et tout, c'est pas de mon âge, je suis trop vieux. Dragon j'ai jamais vu, jamais vu le film. Pourtant c'est Land donc je me balle plus les couilles. C'est vraiment bizarre. Devant vous se tient l'entrée de Mario Kart Bowser Challenge, qui est une expérience immersive qui nous plonge dans le jeu vidéo Mario Kart. Elle existe déjà au Japon depuis 2021 et en Californie depuis 2023 d'ailleurs, je l'avais fait là-bas. A l'image du land, les décors de la file d'attente sont impressionnants et forcément nous servent pas mal de clins d'œil aux jeux vidéo. L'attraction consiste à nous faire vivre une course de cartes
tout en tentant de remporter le plus de points possible. Et tout ça dans un mélange de décors réels et de réalité augmentée distillée sur une sorte de visière translucide placée sur nos têtes. Les sensations du karting, vous pouvez oublier. Ça reste un dark ride pas très rapide, mais toutes les animations en réalité augmentée et l'interactivité offerte par le volant devant vous arrivent à peu près à rendre le truc intéressant. Yoshi's Adventure est un promène couillon, comme diraient certaines personnes. Plus sérieusement, c'est une balade tranquille et colorée dans l'univers de Yoshi, qui grosso modo vous fait faire le tour du land avec une quête principale. Le but, c'est de vivre une chasse au trésor en cherchant des œufs cachés tout au long du trajet. C'est une attraction mignonne, parfaite pour se détendre et visiter Super Mario World. Mais ça ne mérite pas non plus une attente trop longue. Il faut rejoindre le fond du land pour trouver l'accès qui mène à une petite zone sur le thème de Donkey Kong. Et cette zone abrite Minecart Madness, un coaster évidemment sur le thème de Donkey Kong qui se veut révolutionnaire. Mais pourquoi ça, me direz-vous ? Sa particularité, c'est son design de rail qui permet de donner l'impression que le wagon saute au-dessus des trous ou des rails détruits ou en très mauvais état. Alors qu'en réalité, le vrai rail se cache en dessous. Pour l'histoire, tu montes dans un wagon de mine pour partir à l'aventure dans la jungle avec Donkey Kong. Le but est de protéger la banane dorée tout en échappant au danger. Sur le papier, ça aurait pu être l'idée du siècle. Une montagne russe dynamique avec des effets visuels bluffants qui donnent l'impression de vivre une scène du jeu en vrai. En réalité, l'effet visuel est réussi, mais en contrepartie, nous sommes en présence d'un coaster pas très rapide ni très sensationnel. Son plus gros problème, c'est qu'il est vraiment inconfortable. C'est directement lié à son concept. La forme de son rail et sa plus faible capacité à limiter les vibrations qu'un design conventionnel. Dans les lignes droites, il n'y a aucun problème. Mais dès qu'il s'agit de prendre des virages un peu rapides, le wagon va brinque-baller latéralement au point d'en devenir douloureux et pour moi, ça gâche tout le ride. À ça vient s'ajouter son débit pas fou. Forcément, on est sur des trains de 4 personnes seulement. Donc il faudra longuement attendre pour souffrir. Je trouve que c'est vraiment du gâchis. Je l'ai fait seulement car j'étais attaché à faire tous les coasters du parc, on ne m'y reprendra plus. Pour résumer, Epic Universe c'est bien, c'est même très bien. Mais c'est pas non plus la révolution annoncée qui devait enterrer Disney. Non, pour moi ils rattrapent juste leur retard. Même si c'est probablement le parc qui m'a le plus émerveillé en Floride. Donc si vous avez les moyens, foncez. Allez-y. Sinon, c'est dommage pour vous. Je sais même pas pourquoi je fais une outro, plus personne ne doit regarder la vidéo à ce stade-là.